15h36, il y a une épicerie zéro déchet de Sherbrooke, Avrac à Davrac, qui a décidé de mettre à la disposition de ses clients une boîte de récupération pour une catégorie de plastique spécifique, par exemple les emballages de barres tendres, de friandises, les sacs de croustilles. Le tout est par la suite envoyé à Terrasix. Ça, c'est une entreprise qui travaille à recycler le non recyclable. Le client doit débourser 20 $ par année pour déposer ses emballages dans la boîte. Écoutons François Vincent, propriétaire de Avrac à Davrac. Après le ramassage, ils nous ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient plus continuer, les coûts justement, les coûts inhérents à tout ça. Et moi, ma clientèle continuait à vouloir me ramener encore des emballages et je voulais, dans le fond, continuer l'initiative. Donc, pour continuer cette initiative, ça entraînait des coûts, étant donné que TerraCycle, dans le fond, fonctionne par boîte, des Zero Waste Box, qui sont coûteuses, hein. Donc vous avez différents formats et le plus gros format que j'ai choisi pour justement rameuter le plus dans le fond d'emballage possible, c'est dispendieux. Donc j'ai demandé dans le fond à ma communauté ici s'ils étaient d'accord pour dans le fond participer pour l'achat des boîtes, pour réduire dans le fond les emballages de croustilles, les emballages de barres tendres, de bonbons, des choses comme ça. En tout cas, à première vue, ça paraît être une très bonne initiative. On va aller un petit peu plus loin et on va discuter avec Mourad Ben Ammar. Il est professeur à la faculté de génie, spécialiste en analyse environnementale du cycle de vie. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. D'abord, que pensez-vous de ce genre d'initiative comme celle lancée par le propriétaire de la boutique Avrac à Davrac? Ben, c'est très intéressant de voir que les gens sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour éviter tout ce qui est enfouissement des emballages, puis à tendre vers ce qu'on appelle le zéro déchet. Donc, c'est très louable et je pense que j'encourage monsieur de continuer dans ce genre de démarche pour toujours essayer de faire un pas vers l'environnement. Oui. En même temps, on se demande, est-ce que la démarche en vaut le coup? Oui, l'initiative est louable, mais évidemment, vous, votre spécialité, c'est d'analyser ces démarches-là, parce que l'objectif final, c'est d'arriver à, bien sûr, à ne pas enfouir ces déchets-là, mais surtout à y aller à coup nul pour l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut calculer pour voir si une initiative, celle-là ou une autre, est rentable d'un point de vue environnemental? C'est ça, effectivement, nous, à la faculté de génie, au laboratoire que je dirige de l'ERID, donc le laboratoire en ingénierie durable et en éco-conception, on spécialise dans l'analyse de cycle de vie. Donc, le cycle de vie, c'est quoi? C'est qu'on regarde l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie d'un produit ou d'un service. Un produit, ça peut être l'emballage, comme on mentionne dans ce cas-ci. Puis on s'assure qu'en fait, on modélise ou on quantifie tous les impacts environnementaux, que ce soit les gaz à effet de serre, la pollution, par exemple les particules et tout ça. Et pour voir jusqu'à quel point, en fait, quand on fait une activité de recyclage, est-ce qu'elle en vaut la peine par rapport à toutes les étapes de cycle de vie, pour voir également qu'il y a une réduction des impacts sur l'environnement. Oui. Est-ce que la variable la plus coûteuse, c'est pas le transport? Est-ce que si, justement, il faut transporter les matières, qu'au bout du compte, Oui. ça risque d'être plus dommageable qu'autre chose pour l'environnement que de vouloir recycler? En fait, c'est ça. Avec l'expérience, maintenant, on commence à se rendre compte que le transport est devenu une étape qui est très importante et très polluante en fait sur le cycle de vie. C'est pas pour tous les produits bien sûr, mais il faut vraiment faire attention au niveau des distances de transport parce qu'on s'est rendu compte des fois que quand on fait recycler des produits vraiment très loin, donc dépasser des distances de l'ordre de 400, 500 ou voire 600 kilomètres, l'impact engendré à cause de ce transport-là est beaucoup plus grand que le bénéfice qu'on en tire à cause du recyclage. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec l'analyse de cycle de vie, c'est qu'on peut modéliser ça puis quantifier justement jusqu'à quel point, c'est quoi la distance maximum de recyclage qu'on peut se permettre pour garantir un bénéfice environnemental, parce que le nerf de la guerre, c'est qu'on veut éviter en bout de ligne la production de la matière première. Donc, c'est ça vraiment la prémisse de base et pourquoi monsieur ici tout à l'heure parlait dans l'émission. Donc, il pense que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue environnemental, mais il faut faire attention par rapport aux distances de transport, comme vous l'avez mentionné. Oui. Faire ce genre d'analyse-là, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Par exemple, si vous décidiez, si M. Vincent de la boutique faisait appel à vos services, ça vous prendrait combien de temps pour déterminer la valeur de la démarche?
En fait, au niveau du temps, ici, on parle d'une étude de cas, d'une application assez directe parce qu'en fait, où les RID, on travaille sur des modèles beaucoup plus sophistiqués. Donc, à ce niveau-ci, je pense on a assez de données, le modèle est assez robuste pour faire ce genre d'études-là à l'intérieur de 2 à 3 semaines pour en avoir au moins un peu le cœur net et voir jusqu'à quel point les distances de transport sont respectées sans nuire aux bénéfices environnementaux qu'on en tire par rapport au recyclage. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à vos services? Parce que je sais que vous avez un laboratoire à l'Université de Sherbrooke. Il y a des étudiants à la maîtrise, au doctorat, au postdoctorat qui y travaillent. Est-ce qu'effectivement, vous avez beaucoup de demandes? Ben c'est ça, en fait, surtout maintenant qu'on parle beaucoup de changement climatique, puis tout ce qui est l'empreinte carbone des produits, donc on est de plus en plus sollicité pour faire des empreintes carbone ou des analyses de cycle de vie de produits. Et donc, c'est en forte croissance et on est, je pense, juste dans le début de ce genre de sollicitation parce que c'est un domaine qui est essentiel, en fait, si on veut vraiment certifier qu'il y a un bénéfice environnemental quand on met quelque chose d'écologique dans le marché, sans quoi, en fait, on tombe dans l'éco-blanchiment, hein. Donc, c'est vraiment très important de faire ce genre de modélisation pour donner des chiffres et dire que c'est pas juste écologique parce qu'on fait du recyclage. En tout cas, visiblement, les fabricants de différents produits auraient intérêt à revoir. Là, ici, on parle d'emballage. Ce n'est qu'un exemple, mais effectivement, au niveau de l'emballage, on aurait intérêt peut-être à revoir à la source, à trouver une façon de fabriquer des emballages ou en tout cas de proposer des emballages qui sont plus faciles à recycler. Oui, tout à fait. Puis même maintenant, on parle de plus en plus d'économie circulaire, donc de plus juste extraire de la matière pour en produire puis l'enfouir, mais plutôt de réintroduire ces matières-là en fin de vie dans d'autres secteurs économiques. Donc, clairement, si on veut vraiment aller vers une démarche environnementale bénéfique pour l'environnement et les changements climatiques, il faut aller de l'avant avec des modèles beaucoup plus robuste que juste appliquer des principes en espérant qu'il y ait un bénéfice environnemental. Selon les analyses que vous faites, est-ce qu'il y en a des produits, est-ce qu'il y en a de l'économie circulaire efficace actuellement qui se fait? Oui. Dans la région de Sherbrooke, récemment, on a fait un projet très intéressant avec Chocolat à la Montagne qui nous avait contactés à cause de ces résidus de chocolat. Et par chance, en fait, ils voulaient regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire à la place de juste enfouir, par exemple, le chocolat qui est contaminé, là, qui est plus bon pour la consommation donc domestique. Et on avait regardé des pistes sur le compostage, des pistes de valorisation, différentes pistes de valorisation. Puis il y avait une entreprise en entomoculture qui s'est qui s'est installée à Sherbrooke récemment, peut-être vous le savez ou non. Et on a vu que finalement, c'était un bon entrant pour faire de l'entomoculture et on a fait l'analyse de cycle de vie pour démontrer que c'était l'option numéro 1 à favoriser. Et donc, on a fait ici une belle symbiose industrielle entre deux entreprises dont le résidu de l'un est devenu l'entrant de l'autre pour faire fabriquer donc de la farine à base de verre, donc vraiment très riche en protéines. Et c'est que gagnant-gagnant ici. Non seulement on vient minimiser les impacts sur l'environnement et les gaz à effet de serre, mais en plus, il y a une belle symbiose entre deux entreprises et on vient aussi toute la connotation sociale où on vient aussi aider une entreprise en plein démarrage en Estrie. Oui, mais évidemment, pour trouver ce genre de modèle-là, il faut du temps, il faut de la recherche et c'est ce que vous faites? C'est ce qu'on fait tous les jours ici. Donc, on a plusieurs étudiants qui sont dédiés à faire des doctorats et des maîtrises, puis c'est ce genre de recherche qu'on fait pour justement aider la société quand ils vont de l'avant vers des activités environnementales ou des actions environnementales, qui s'assurent qu'il y a également un bénéfice environnemental et que c'est chiffré. Oui, c'est vraiment impressionnant, vraiment intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Mourad Benamor, professeur à la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. C'est un plaisir. Au revoir. Un plaisir. Au revoir.